Comment bien décrire un histogramme? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite vivement à le faire car j'y publie régulièrement des vidéos très intéressantes et très pratiques, notamment sur la programmation avec le langage Python, sur la data science, sur l'analyse financière et je publie également beaucoup de tutoriels sur diverses thématiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien décrire un histogramme. En réalité, il s'agit de savoir comment décrire, commenter la distribution d'une variable lorsque vous effectuez une analyse de données. Alors, qu'est-ce qu'un histogramme? Les histogrammes sont utilisés pour visualiser la distribution des variables quantitatives continues. Ce tutoriel sera réparti en trois étapes principales. La première étape va consister au calcul de certains paramètres statistiques standards pour décrire une variable. La deuxième partie sera consacrée à la construction d'un histogramme. Dans Python, on est sur Jupyter Notebook afin de représenter la distribution de cette variable. Et la dernière partie sera consacrée à décrire la distribution de la variable dont on a construit l'histogramme en se basant sur ce même histogramme. Donc, c'est parti. Nous allons commencer par importer les outils nécessaires, c'est-à-dire les librairies et les données pour cette étude. Nous allons importer la librairie Pandas, la librairie NumPy, le module Pyplot de Matplotlib, matplotlib.pyplot et nous allons importer aussi Seaborn. Shift Enter pour exécuter. Alors, Pandas, c'est la célèbre librairie que vous connaissez sûrement pour faire de l'analyse de données sous forme de data frame. NumPy, elle est utilisée pour le calcul scientifique, le calcul algébrique. Le module Pyplot, c'est pour la visualisation. Et la librairie Seaborn, c'est également pour la visualisation, mais avec une particularité que Seaborn vous permet de créer des graphiques très complexes en seulement une seule ligne de code et aussi donne des graphiques très jolis, esthétiquement parlant. Nous allons importer le jeu de données. Nous allons utiliser pour ce tutoriel un jeu de données qui concerne les clients d'un restaurant. Ce jeu de données est intégré dans la librairie Seaborn. Donc, tipsdf égale sns load dataset et la data frame s'appelle tips. D'accord? Nous pouvons visualiser les 5 premières lignes. Voilà. Donc, ici, nous avons une data frame et nous pouvons connaître la structure de cette data frame avec la méthode .info. D'accord, vous voyez. Donc, notre data frame contient 244 observations et 7 variables. Donc, total bill, c'est la facture totale de la consommation du client ou de la cliente. Type, c'est le pourboire laissé par le client ou la cliente. Le sexe, c'est le genre, donc masculin ou féminin. Smoker, c'est no quand le client ou la cliente n'est pas fumeur. Et yes, quand la personne est fumeur. D, c'est le jour de la semaine. Donc, soit c'est un samedi, un dimanche, etc. Time, c'est le moment, d'accord? Le service de la journée. Donc, ça peut être le dîner, le déjeuner. Et size, c'est le nombre de personnes autour d'une table. Donc, lorsqu'il s'agit d'analyse de données, il est très courant de commencer par
les calculs de certains paramètres statistiques comme la moyenne. La moyenne, c'est la somme de toutes les observations divisée par le nombre total d'observations. La médiane, c'est cette valeur qui partage la série, d'accord, en deux parties égales. Le minimum, le maximum, le mode, c'est la modalité qui a la plus grande fréquence d'occurrence. L'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. La variance qui permet de quantifier la dispersion des données dans la variable. Et l'écartif, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, comment calculer ces paramètres dans Python? Ceci est très simple. Nous allons faire l'application avec la variable type, c'est-à-dire le pourboire. Alors, comment calculer le pourboire moyen? Donc, vous faites tout simplement, vous prenez votre variable, donc type, d'accord, point min, dans la méthode min tout simplement. Donc, le pourboire moyen, si on suppose que les montants sont en euros, ou en dollars, donc on peut dire le pourboire moyen s'élève à pratiquement 3 $. On peut faire de même chose pour la médiane, donc tout simplement, je vais copier ça et changer. Donc ici, c'est la méthode médiane, donc 2.9, le minimum, donc point min. Vous voyez, c'est très simple. Donc le pourboire minimum est de 1 $, on va dire. Et on peut calculer le pourboire maximum aussi, qui est de 10 $. On peut voir l'étendue des pourboires donc en faisant la valeur maximale moins la valeur minimale. D'accord? Attention, max moins min. Donc l'étendue est de 9 $, oui, puisque ça fait 10 moins 1, ce qui est égal à 9. On peut calculer la variance pour voir un peu comment la dispersion de ces données-là. Donc, la variance, c'est avec la méthode .var. Attention, chaque fois j'oublie le T. Donc, vous voyez que franchement, dans Python, c'est très simple de faire des calculs en une seule ligne de code. Et les cas types, c'est les cas types, ça va être la méthode STD pour dire Standard Deviation. D'accord? Les cas types, c'est la racine carrée de la variance. Vous voyez, ça fait 1,38 €. D'accord? Donc, et je disais tantôt que les cas types, c'est la racine carrée de la variance. Nous pouvons le vérifier en faisant ce calcul. Donc, on va dire ça. Est-ce que c'est égal à la racine carrée de la variance? Donc, la racine carrée, si je veux, je fais NPSQRT comme ça pour dire racine carrée. Et je vais prendre la variance. Attention. Donc, var. Je vais voir si ça me retourne true. Normalement, ça devrait retourner true. Vous voyez? Donc, les cas types, c'est bel et bien la racine carrée de la variance. Donc, imaginez que vous voulez faire les mêmes opérations pour toutes les variables quantitatives de votre data frame. D'accord? Au lieu de faire cela pour chacune des variables, en une seule ligne de code, nous allons afficher les résultats avec une méthode qu'on appelle describe. Donc, vous prenez votre data frame, tout simplement .describe. Vous voyez? Et ça vous fait un résumé statistique. Donc, vous avez pour la variable type que nous on a fait manuellement là tout à l'heure, d'accord? Et vous avez aussi pour les autres variables, d'accord, total bill size. Vous remarquez que la méthode describe par défaut prend seulement en compte les variables quantitatives, en tout cas les variables numériques, d'accord? Donc vous avez comme paramètre statistique la moyenne, les cas types, le minimum. 25% c'est le premier quartile. Le premier quartile étant la valeur, en fait, toutes les valeurs, il y a 25% des valeurs, des données qui sont inférieures au premier quartile. 50% ici, c'est pour désigner la médiane. D'accord? Il s'agit du deuxième quartile.
Le deuxième quartile, donc, c'est la médiane. Ça veut dire que 50% des valeurs des données, d'accord, dans cette variable sont inférieures à cette valeur-là, d'accord. 75%, c'est le troisième quartile, donc le 75e percentile, pour ceux qui font de la statistique. Ça veut dire que 75% des valeurs sont inférieures à cette valeur-là, à ce troisième quartile. Et enfin, le maximum. Donc, vous avez tous ces paramètres statistiques obtenus en une seule ligne de code avec la méthode Describe. Ce qui est intéressant aussi de calculer, c'est de calculer ce qu'on appelle en anglais interquartile range, d'accord? C'est la gamme interquartile, qui est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc, pour le calculer, je vais l'appliquer à la variable total bill. Donc, je prends ma variable tips df, d'accord? Total bill. D'accord, c'est la facture, le montant de la facture de consommation du client. Point quantile, d'accord, 0,75, ça veut dire le troisième quartile de cette variable-là. Donc 0,75 moins, et comme vous vous en doutez bien, cette fois-ci, ça sera 0,25. Tout simplement. D'accord? Donc, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc, c'est le troisième quartile moins le premier quartile. Donc, ce qui fait 10,77, environ 10,8. Alors, nous venons maintenant à la construction d'un histogramme. D'accord? Parce que avant de décrire une distribution, il faut bien construire l'histogramme. Pour construire l'histogramme dans Python, c'est très simple avec la librairie Seaborn. D'accord? Il vous suffit d'appeler la fonction distplot de Seaborn, donc SNS distplot. D'accord? Vous prenez votre variable, donc ici, c'est cette variable, montant total de la consommation. On va la coller là. Et vous, si vous voulez par exemple ne pas afficher la densité de probabilité, vous faites KD égale à false comme ça, d'accord? Point 7, on va mettre un titre quand même avec la méthode set titre, on va dire consommation totale, d'accord? Donc vous voyez, en une seule ligne de code, on va afficher l'histogramme. Donc, vous voyez, voici l'histogramme du montant de la consommation totale du client ou de la cliente. D'accord? Donc, en ordonnée, vous avez la fréquence, d'accord, le nombre de fois d'occurrence d'une valeur, et en abscisse, vous avez les valeurs de cette variable-là. Vous pouvez aussi choisir de représenter uniquement la densité de probabilité et non l'histogramme, ou de représenter les deux sur le même graphique. Donc, je vais vous montrer comment représenter, par exemple, uniquement la densité de probabilité. Donc, je copie le code précédent que je colle ici. Au lieu de KDE égale à false, je vais tout simplement mettre KDE égale à true. Et vous voyez, il me représente la densité de probabilité ainsi que l'histogramme. Si je veux uniquement représenter la densité de probabilité, je vais ajouter un second argument ist égale à false. Et vous voyez, là, je n'ai que la densité de probabilité. D'accord? Donc, si je veux représenter la densité de probabilité et l'histogramme dans le même graphique, vous vous en doutez comment je vais faire. D'accord? Je copie, je colle là et je vais mettre histogramme et densité de probabilité dans le même graphique. Donc, par défaut, ist c'est true, donc je n'ai pas besoin de le mettre. Et voilà. D'accord? Donc, vous avez l'histogramme et la densité de probabilité dans le même graphique, en une seule ligne de code. Alors, lorsque vous avez construit votre histogramme, il faut maintenant le décrire. Et supposons que vous faisiez un rapport, donc vous êtes en train de faire un rapport, de rédiger un rapport d'analyse de données, et vous avez construit des histogrammes. Il ne s'agit pas de seulement construire des histogrammes, il s'agit de les décrire. D'accord?
pour que les personnes qui lisent votre rapport puissent comprendre ce dont il s'agit. La description d'un histogramme doit impérativement prendre en compte 4 aspects importants. Il y a la forme, d'accord? La forme de l'histogramme, c'est son apparence globale, d'accord? Vous devez dire si elle est symétrique, si elle est en forme de cloche, comme pour la loi normale, ou si elle est asymétrique positive. Quand on dit asymétrique positive, c'est-à-dire la courbe est étalée vers la droite, donc l'histogramme est étalé vers la droite, ou asymétrie négative, c'est-à-dire étalée vers la gauche, la forme est étalée vers la gauche. Deuxième aspect important, le centre de la distribution. Vous devez dire la médiane, d'accord? Le centre de la distribution, comme par exemple ici, le centre c'est approximativement là, au milieu là, entre 10 et 20, d'accord? Le centre de la distribution. La dispersion des valeurs. Donc à ce niveau, vous devez interpréter la variabilité des données en utilisant par exemple la variance, les quartiers pour l'IQR, d'accord? Donc, et pour finir, ce qu'on appelle les outliers en anglais, c'est les valeurs aberrantes. Ce sont des valeurs qui sortent du lot, d'accord? Qui sortent du lot, qui sont très loin du centre de gravité des données. Donc, nous allons appliquer cela et décrire notre histogramme, d'accord? Décrire cet histogramme-là, des montants de consommation. Mais avant de le faire, il faut faire un petit rappel sur la loi normale parce que notre description sera faite par rapport à la loi normale. Chaque fois que vous faites une description d'un histogramme, d'accord, pour décrire la distribution d'une variable, vous faites cette description par rapport à la loi normale. Alors, pour ceux qui ont oublié un peu la loi normale, je vais tracer une loi normale ici. C'est très simple. Donc, je vais appeler la fonction random et la fonction normale, d'accord, pour dire loi normale, d'accord. Je vais prendre comme un échantillon de, on va même mettre 10 000, d'accord. Et je vais dire KDE égale à true pour qu'il me mette la distribution aussi, la densité de probabilité, pardon. Et je mettrai un titre pour dire loi distribution normale. Donc, c'est un exemple d'une distribution normale et vous allez voir. Alors, la distribution normale, voilà un exemple ici. Vous savez, la distribution normale, pour ne pas faire un cours de statistique ici, elle a des caractéristiques qui lui sont propres, d'accord? La forme est symétrique, une forme en cloche, d'accord? Parfaitement symétrique. Voilà, le coefficient d'asymétrie est égal à 0 et la moyenne est confondue avec la médiane. Donc, la moyenne est égale à la médiane pour une loi normale. Alors, voici une description maintenant sur cette base-là de la distribution de la consommation totale dans le restaurant. Donc, je retourne là. Vous voyez, je peux remettre le graphique ici, comme ça, tous, on va bien voir. Je vais insérer une cellule de code en haut et remettre le graphique ici, par exemple. D'accord? Ce code-là. Et je le remets là. Pour décrire la distribution du montant total de la consommation, nous allons nous baser sur les 4 aspects importants que sont la forme, le centre, la dispersion et les valeurs aberrantes. Alors, lorsque nous prenons le cas de cet histogramme, nous voyons que nous pouvons dire que la distribution du montant total de la consommation est unimodale parce qu'on n'a qu'un seul mode et asymétrie vers la droite. Vous voyez que la forme est étalée vers la droite, donc et asymétrie vers la droite, centré à environ, le centre ici à environ, c'est entre 10 et 20, donc ici je ne peux pas lire la valeur exacte, donc je vais dire environ 15 $, d'accord, si le montant est en dollars, environ 15 $, avec la majorité des données qui se trouvent entre, je vais dire, 2 et 50. Donc ici, je parle de la plage de données. Donc, je fais appel à une sorte de mesure de dispersion.
D'accord? Et pour finir avec apparemment aucune valeur aberrante. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ce qui est dit ici. La distribution de la consommation totale dans ce restaurant est unimodale et asymétrique vers la droite, centrée à environ 15 unités de monnaie, donc par exemple le dollar, avec la plupart des données se trouvant entre 2 et 50, 2 dollars et 50 dollars, et apparemment aucune valeur aberrante. Maintenant, puisque nous avions auparavant calculé les statistiques descriptives, nous allons combiner ces statistiques avec notre histogramme afin de donner une description plus précise. Et c'est ce qui nous permet de dire que la distribution du montant total de la consommation dans ce restaurant est unimodale et asymétrique vers la droite, centrée à 17,795 unités de monnaie. Donc ça, c'est la valeur médiane précise que nous avons calculée, avec la plupart des valeurs entre 13,35 dollars ou unités de monnaie si ce n'est pas en dollars, parce que ce n'est pas précisé dans le jeu de données, 13,35 qui est le premier quartile et 24,13 dollars qui est le troisième quartile et apparemment aucune valeur aberrante. D'accord? Donc, pourquoi j'ai utilisé le premier quartile et le troisième quartile pour parler de la dispersion? D'accord? Parce que la description, vous vous rendez bien compte qu'elle respecte les 4 aspects importants. La forme, d'accord? Le centre, la dispersion et les valeurs aberrantes. D'accord? Tout est compris dedans. Alors, pourquoi j'ai utilisé, on va dire, l'IQR comme, comme dispersion ici? Parce que, en effet, lorsque vous faites face à une distribution asymétrique, il est conseillé d'utiliser l'IQR comme dans la description afin de décrire l'étendue de vos données. D'accord? Parce que l'IQR est plus robuste aux valeurs aberrantes. Tandis que l'étendue qu'on a utilisée ici dans 2,50 est moins robuste aux valeurs aberrantes. D'accord? Ici, notre distribution asymétrique, elle n'est pas symétrique. Donc, il faut utiliser un peu des choses, des paramètres plus robustes pour décrire sa dispersion. D'accord? Et c'est pour ça qu'on utilise l'IQR. Donc, nous sommes au thème de ce tutoriel dans lequel nous avons vu comment calculer certains paramètres statistiques standards, moyenne, médiane, mode, écart type, variance, etc. Nous avons vu comment construire un histogramme avec la fonction displot de 6 bornes, d'accord? Nous avons vu même comment construire une distribution normale et enfin nous avons vu comment décrire, d'accord, la distribution d'une variable quantitative continue, c'est-à-dire décrire l'histogramme. Je vous invite vraiment à revoir la vidéo à chaque fois que nécessaire. Donc, si vous n'avez pas compris un point, je vous invite aussi à mettre des commentaires et je réponds souvent à tous les commentaires. Et surtout, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Vous y trouverez plein de vidéos tout aussi intéressantes et très pratiques. Merci et à bientôt.